Donc tout d'abord, je voulais remercier la ville d'Arcueil de m'accueillir, de m'avoir sollicité. J'avoue que j'ai été un petit peu surprise qu'on m'appelle, mais voilà, je trouvais que c'était aussi une très bonne chose que les orthophonistes soient aussi un petit peu entendus, parce que disons que c'est un métier, on est beaucoup sollicité. Donc je vais juste repréciser un petit peu ce que c'est qu'être orthophoniste, au moins en 2022. Parce que ça fait 20 ans que je travaille, donc voilà, disons que mon métier aussi a changé, de par voilà, la société et la question finalement voilà, de l'enfant. Et moi, je ne peux pas penser enfant tout seul sans les parents. Et voilà, ça nous a questionnés avec plusieurs. Alors, je parle en mon nom, hein, je ne suis pas représentative de tous les orthophonistes de France et de Navarre, mais disons que voilà, ces questionnements, c'est essayer de comprendre finalement pourquoi, qu'est-ce qui a changé dans notre société, qu'est-ce qui a changé dans les rapports parents-enfants, pour que finalement, nous, des professionnels de soins, parce que on est une profession paramédicale, donc c'est sur prescription médicale. Comment est-ce que c'est possible finalement que les orthophonistes sortent de leur cabinet, sortent de leur structure de soins pour venir parler finalement de l'enfant et de ses parents. Donc je vous propose juste, je vous explique un petit peu ce que c'est globalement l'orthophonie. Déjà, est-ce que vous avez, vous, une petite idée de ce qu'est l'orthophonie? Ouais? Petite? Je vous propose de partir de là. Hein, comme ça, au moins. La remédiation de la parole. La remédiation de la parole. Ouais, la parole. Hein. Ouais, la remédiation de la parole et de tout ce qui va derrière. Ah ouais, alors c'est quoi tout ce qui va derrière? Implique, parce que les difficultés de parole ne sont pas nécessairement mécaniques. Oui. Elles ont très probablement toute une série de raisons, de motifs. Et donc, voilà. Ouais, d'accord. Comme ça que je comprends. Tout à fait. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. On ne va pas être à l'école. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, l'aspect parole. Hein. Donc parole, langage. Je vais rajouter aussi troubles de la communication, parce que c'est aussi des choses qui relèvent toujours des compétences des orthophonistes. Et ces dernières années, voilà, les troubles de la communication explosent, en tout cas, dans les cabinets d'orthophonie. En dehors de troubles spécifiques, comme les troubles, voilà, les enfants qui présentent des signes autistiques ou des choses comme ça, qui sont vraiment très limités. Mais il y a une explosion, en fait, finalement, de pathologies qui sont plus ou moins sévères et qui s'inscrivent dans des retards, en fait, plus ou moins importants du développement des enfants. Donc, les orthophonistes sont essentiellement féminines. Il existe des orthophonistes masculins, mais voilà, on est beaucoup de femmes. Donc on intervient, on peut intervenir dès la naissance jusque, on va dire, le grand âge, quoi. Parce que le domaine de compétence est énormément élargi. Donc les bébés, les jeunes enfants, les enfants d'âge scolaire, les personnes qui présentent aussi des problèmes de cérébraux, que ça soit dégénératif ou pas. Voilà, il y a tout. Voilà, il y a vraiment, on prend en charge beaucoup de patients avec des profils complètement différents. Et voilà, les neurosciences nous ont expliqué, nous ont permis aussi de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et du coup, ça a participé, nous sommes au cœur, en fait, de énormément de choses, donc au niveau cérébral, au niveau psychologique, au niveau psycho-affectif, au niveau de tout ce qui constitue finalement aussi un enfant. Donc ça, c'était pour une présentation un petit peu globale de l'orthophonie. On peut exercer soit en milieu libéral,
soit dans des structures, donc à l'hôpital, dans des CMP, dans des CESAD, enfin voilà, on a vraiment un champ d'action et puis des modalités d'action qui sont très amples, qui nous permettent d'appréhender différentes facettes de notre métier, globalement. Donc l'orthophonie, on a dit que c'était quand même des professionnels qui s'occupaient finalement du langage, de la communication, aussi finalement de la mémoire, de la capacité à organiser aussi un petit peu les choses. Et tout ça ne peut être possible que s'il y a l'irremplaçable présence humaine. Moi, sincèrement, je ne pensais pas qu'un jour, je me présenterais en disant « Attention, le langage ne se met en place, ne se développe chez l'enfant que s'il a quelqu'un d'autre en face de lui. » Ça vous paraît peut-être complètement simple, complètement évident, mais je vous assure que dans notre pratique, on a de plus en plus l'impression, finalement, que les enfants grandissent tout seuls. C'est eux qui font tout et qui n'ont besoin de personne, en fait. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi, finalement, un enfant a besoin d'être accompagné. Pourquoi un enfant a besoin d'un autre humain, à votre avis ? Qu'est-ce qui vous vient ? Les apprentissages se font par mimétisme, des tout petits. Exactement, ouais. Donc l'imitation, ouais. Parce que l'être humain est un animal social, simplement. Je pense que s'il n'est pas en interaction avec d'autres êtres humains, il ne se passe pas la même chose. Il ne se passe pas grand-chose, ouais. Effectivement. Il y aura une communication, une tentative de communiquer certainement, mais pas par le langage. Au tout départ, il y a de toute façon des tentatives, et c'est ce que je dis, c'est Michel Dimurger aussi qui parle de ça, un enfant est câblé pour de l'humain. Voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a des circuits neuronaux et tout ça, mais il est câblé pour de l'humain. Donc, un enfant, au tout départ, il va avoir envie d'aller voir un autre humain. Au départ, si c'est son père, sa mère, au tout départ, dans les premiers moments de vie. Et puis, il va y avoir des tentatives de communication, et si l'adulte ne répond pas à ces tentatives de communication, il va y avoir abandon. Un enfant après qui va se retrancher, qui ne va pas chercher l'autre, qui ne veut pas aller chercher son regard, qui ne va pas aller chercher son sourire, et du coup l'attachement va être un petit peu compliqué. Alors après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore ? À votre avis, de quoi il a encore besoin ? On a déjà dit pas mal, hein ? Communication, ça passe par le toucher aussi. Il a besoin d'une présence physique. Tout à fait, un contact. Ouais. Madame ? L'affectif, je oui. pense que madame a dit juste là. Tout à fait. Ouais. De quoi encore est-ce qu'il peut avoir besoin ? De limites, on va appeler ça comme ça peut-être, un petit peu. Oui. Ça ne peut pas faire de mal. Hein. La frustration de nos jours, elle n'est pas évidente. Voilà, donc c'est vrai que c'est une question, un enfant aussi a besoin qu'on lui dise non, ou pas à ce moment-là, ou de pouvoir un peu différer les choses, donc effectivement, il a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a besoin encore quand il est tout petit ? Alors, oui. Je répète, il est dépendant, et notamment donc, pour la nourriture. Ouais. Il est dépendant, donc il a besoin de l'autre. Exactement. Donc en fait, un bébé, au tout départ, il a besoin d'un autre pour qu'on puisse décrypter les pleurs.
Au tout départ, quand les enfants, voilà, je vais parler de moi du coup un petit peu, mais quand les enfants naissent, les premiers temps, ils pleurent, quoi. On a quelque chose de très factuel. Là, ils pleurent, d'accord, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, on va faire des hypothèses. Ah bah là, il a faim. Ah bah non, j'ai déjà donné son biberon, donc ça va pas. Alors, est-ce qu'il est fatigué? Ben non, il vient de dormir. Là, qu'est-ce qu'il peut avoir? Donc, sa couche est pleine. Et donc, ah bah oui, là, on essaye. Vous voyez? Ça, c'est le rôle absolument fondamental de l'être humain, d'un parent. C'est d'essayer de décrypter les besoins de l'enfant. Qu'est-ce qu'il manifeste? Parce qu'il a en mémoire, parce qu'il a partagé déjà des choses avec son enfant, et que du coup, il va trouver une signification à ce que l'enfant va lui proposer ou l'enfant fait à ce moment-là. Et de façon assez finalement naturelle, mais pour ça, décrypter les besoins d'un enfant, c'est pas si évident que ça. Donc on a dit, il décrypte. Un bébé, il a besoin aussi qu'on le regarde. Ouais. Et on le regarde comment, ce bébé? Qu'est-ce qui se passe là, à votre avis? On lui sourit, oui. Quoi d'autre? Il apprend en regardant, ouais. Donc, un enfant ne pourra pas parler, ou va parler de façon... Là, on parle dans le développement, on va dire, un peu classique de l'enfant. Hein. On ne parle pas de pathologie vraiment spécifique. Mais un enfant, pour un jour parler, va avoir besoin qu'on le regarde. C'est ce regard, vous voyez, va s'accompagner aussi d'une intonation différente. On va lui parler de façon complètement adaptée. On va simplifier les choses. Vous savez, quand on a des nourrissons en face de nous, on est là. Il dit bonjour, comment ça va? Bonjour mon bébé, alors tout est joli. Oh, tu as des jolies mains. Oh là là, tu fais des sourires. Et on en rajoute, mais on en rajoute 3 caisses. Mais n'empêche que ça, c'est absolument spécifique à l'être humain. Les animaux ne font pas ça. Cette capacité de variation de notre voix en fonction d'un tout bébé, c'est caractéristique en fait de l'espèce humaine. Aucune autre espèce ne fait ça. Et de cette capacité à pouvoir moduler notre voix, on installe déjà l'enfant dans sa capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir comprendre ce que nous disons, ce qu'on lui dit à lui et à personne d'autre. Et c'est une grande différence entre... Parce que des fois, j'entends parler... ah bah oui, bon, le langage, c'est hyper simple, en fait. C'est juste des mots, quoi. Ah. Notamment les applications. Enfin, je ferai un petit laïus tout à l'heure sur les applications, tout ça. Mais on est sur... voilà, en fait, le langage, c'est juste des mots. Il suffit juste de répéter les choses. Vraiment? Je ne sais pas. Donc, on a dit, un enfant a besoin d'un adulte ou d'une personne pour décrypter ses besoins, regarder, autre étape essentielle, on s'imite les uns les autres. Les enfants, regardez qu'est-ce qui est permanent dans toutes les images. Regardez les yeux. Ces capacités d'imitation,
Là, on est sur des choses réflexes, d'accord ? C'est-à-dire que les enfants sont câblés pour pouvoir aussi nous imiter. Et voilà, cet enfant, il a 3 mois, quoi. Donc on est vraiment sur du tout petit. Et il y a ces capacités d'imitation. Donc ils vont nous regarder, ils vont nous imiter nos mimiques, ils vont imiter tous les mouvements en fait de la bouche, de la langue, et il va s'instaurer un jeu. Il va s'instaurer, nous on appelle ça une danse relationnelle, qui va permettre finalement l'éclosion d'un plaisir partagé. Le langage ne se met en place que si les choses sont partagées avec quelqu'un. Ça, c'est l'imitation. C'est juste un petit rappel, hein, on ne va pas parler de ça tout le temps, mais... Ah! Ça, on voit quand même que ça fait écho. Comment? Voilà, la patouille. Voilà. Pourquoi est-ce que du coup, c'est quand même assez important, la patouille, pour un enfant? Alors, j'ai Oui. répété le fait de toucher. Exactement. L'enfant a besoin de tous ses sens. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire du coup? On imagine, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Sentir. Comment? Goûter. Tout jeter dehors. Expérimenter. Alors, qu'est-ce que vous entendez par expérimenter? Ouais, c'est des expériences, voilà. Mais oui, mais vous avez raison. En fait, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les enfants, ce sont des petits chercheurs. En fait, c'est ça. Oui. Leur travail, eux, c'est de chercher, c'est de comprendre. Donc, effectivement, il peut faire plein de choses, hein. Il peut en mettre dans les oreilles, dans les trous de nez, par terre. Il peut vraiment tout étaler. Tout dépend où est-ce qu'il en est, lui, dans son développement et quel est son projet. Mais surtout, à un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il aura fait le tour de cette patouille, où il met tout dedans, il met tout par terre et tout ça, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, à votre avis? Parce que là, il n'est pas tout seul, hein. Généralement, il est accompagné. Ils sont accompagnés à cet âge-là. Il attend la réaction de l'autre. Autre exemple parlant, enfant qui commence à manger tout seul avec une cuillère. Donc on met l'assiette, tout ça, on est hyper fiers parce que oui, super, on met une assiette, une cuillère. Et puis la cuillère, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout d'un moment, par inadvertance, la cuillère choix. Bon, nous on se pense, c'est pas grave, on va la prendre. Donc on reprend la cuillère, on donne. L'enfant regarde la cuillère, puis il se dit, tiens, il se passe quelque chose chez mes parents là. Donc voilà, du coup il l'a fait tomber et il va regarder. Il va regarder la cuillère. Là, il ne va pas s'occuper de nous encore. Il regarde la cuillère. 1 fois, 2 fois. Donc après, il faut pouvoir accepter aussi cette petite danse. Hein. Et puis, à un moment, on va dire, non, mais là, c'est bon. Là, c'est bon, tu as bien vu comment ça se passe. Voilà. Donc, on va lui redonner une énième fois. Et après, là où il a compris finalement qu'il n'est pas tout seul et qu'il est accompagné, c'est qu'il va lancer la cuillère et après, il va nous regarder. Vous savez, ce petit décalage du coin comme ça, en disant tu as vu, j'ai bien compris que maintenant tu l'avais mis, que tu vas me la redonner. Donc voilà ce que ça fait. Est-ce que tu peux me la redonner? Vous voyez, c'est
toutes ces petites choses-là qui sont absolument nécessaires au langage et puis aussi au développement de l'enfant. Mais à votre avis, pour faire toutes ces expériences, pour faire toutes les expérimentations, de quoi ils ont besoin, les enfants aussi? Du temps. Eh oui, le temps. Parce que vous voyez les allers-retours que ça demande entre le parent et le bébé, d'accord? Donc, il faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi. Et est-ce que nous sommes finalement dans une société qui nous accorde beaucoup ce temps-là? Non. Pourquoi, du coup, à votre avis, voilà, cette notion du temps, elle est un petit peu, elle est un peu difficile dans cette société en 2022. Enfin, c'était valable pour 2021, pour 2020. Voilà. Qu'est-ce qui finalement a changé maintenant pour que, ce temps-là ne soit plus assez conséquent pour que l'enfant grandisse, en fait? En gros, tout ce qu'il y a à faire à la maison, les tâches qui se rajoutent, personnelles, professionnelles, associatives, les amis, etc., la famille. Une vie assez trépidante, d'accord? Où on a besoin effectivement, la charge de travail. En région parisienne aussi, on a les transports, ce qui sont aussi non négligeables. Et puis, toute la vie aussi à côté. Et puis, on observe aussi quelque chose en région parisienne, c'est qu'on a souvent des parents qui n'ont pas de ressources comme leurs parents à eux. Donc, on retrouve aussi des parents qui sont assez isolés. Et il faut essayer de faire face un petit peu à tout ça, à pouvoir répondre aux contraintes familiales, aux contraintes professionnelles qui sont de plus en plus qui vont de plus en plus vite. Et puis on a aussi tendance à avoir des injonctions comme ça de la performance, quoi. Maintenant, on a de plus en plus, il faut qu'on sache tout faire le plus vite possible et dans tous les domaines possibles. Et donc, du coup, ce petit moment comme ça, cette petite parenthèse est absolument nécessaire pour les enfants. Et on se rend compte, en tout cas dans les consultations, que c'est de plus en plus compliqué pour des jeunes parents, pour des parents, de trouver ce temps-là. Parce qu'il y a aussi cette question, avoir du temps, qu'est-ce que ça peut permettre? Et alors qui n'est absolument pas valorisé, qui n'est absolument pas porté par notre société actuelle. Voilà, avoir du temps devant soi, qu'est-ce que ça peut permettre? À votre avis? Mais quelque chose que, je suis sûre qu'on trouve ça extraordinaire, mais les enfants n'ont plus le temps de ça. De s'ennuyer. Mais l'ennui, je trouve ça absolument extraordinaire de s'ennuyer. Un ennui, c'est-à-dire qu'on n'attend pas l'enfant pour quoi que ce soit. C'est un moment rien qu'à lui, c'est un moment où il peut revisiter tout ce qu'il a fait, pouvoir imaginer un petit peu tout ce qui peut être devant lui. On ne répond à personne et on se pose, on réfléchit ou pas, mais au moins on laisse un petit peu notre esprit vagabonder. Et on peut dire que c'est pas vraiment ce qui est valorisé en ce moment, quoi. Maintenant, on est en termes de rentabilité. Donc, même l'enfant, ça doit être rentable. Donc, on investit, c'est pour la société de demain, donc on y va, on ne laisse pas trop de place à l'enfant, et pop, pop, pop,
on essaye de bombarder un petit peu. Cette notion du temps est absolument centrale. Autre étape. Se montrer. Ou montrer les choses à quelqu'un. À votre avis, là, qu'est-ce qu'il essaye de faire, ce petit ? Il essaye d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, là ? Ah, il veut quelque chose, oui. Ça pourrait être quoi ? C'est à nous de faire des hypothèses. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit, voilà, le rôle des parents, le rôle de l'adulte, c'est de faire des hypothèses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il pourrait avoir là ? Un doudou ? Ouais. Quoi d'autre ? Ah ouais, ça, généralement, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Manger quelque chose. Manger quelque chose. Et puis à quel moment aussi ils pointent là, comme ça, comme des fous. Ils lâchent pas, ils sont... Oh. Pensez aux premières choses que les enfants peuvent voir hein, quand ils découvrent. Les animaux. Les animaux. Ah, bien. Voilà, ils connaissent pas le mot, mais alors ils y vont. Hein. Et là, ils regardent. Et je ne sais pas si vous avez vu des fois aussi la différence entre un enfant qui va pointer vers un objet et aussi un enfant qui va pointer vers un objet, mais en nous regardant. C'est pas tout à fait la même chose. Quand il pointe vers l'objet, c'est qu'il demande l'objet. Quand il pointe un objet et qu'il nous regarde, ça veut dire « donne-moi l'objet ». C'est-à-dire que la relation, elle est déjà installée. Et là, il nous demande à vous, il a déjà fait l'expérience que nous, quand il pointe, on peut lui demander, on peut lui donner quelque chose. À votre avis, non, je vais faire du teasing, quelle est aussi l'activité fondamentale d'un enfant ? Oui. Voilà, ça c'est l'appétence. On appelle ça l'appétence. Ouais. Un enfant va avoir envie de communiquer, va avoir envie de parler, parce que nous, en tant qu'adultes, nous, en tant que parents, on s'est adressé à lui, on l'a regardé, on a repris ce qu'il faisait. Donc, bien sûr, lui, il va avoir envie. Je crois que j'avais une réponse là qui m'intéresse pas mal. Le jeu. Alors là, le jeu. Si je vous demande pour vous, qu'est-ce que c'est que le jeu ? Comment est-ce que vous pourriez le définir ? Pourquoi, ou sinon, pourquoi est-ce que c'est si important à votre avis ? Qu'est-ce que ça permet à l'enfant ? Qu'est-ce qu'il construit ? Donc, il découvre quoi ? Tout ce qui l'entoure. Donc ça peut être quoi ? Donc des jouets, des objets, tout à fait. Des sons, oui. Les matières, ben oui. Parce que finalement, ce n'est pas des objets, mais ça participe aussi, le jeu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Qui dit jeu dit règle. Ah, ça va être aussi un petit peu plus tard. Ouais. Oui, il y a des règles. Mais essayons de penser aussi au tout petit. Il y a déjà un jeu qui s'installe. Le coucou caché. Hein ? Quand on se cache, on réapparaît. Et ben ça, c'est du jeu. Tout à l'heure aussi, quand je parlais, toutes les variations aussi de la parole. On joue avec
ce que nous avons à notre disposition. Donc, notre voix, nos mimiques, notre corps, tout ça, c'est déjà du jeu, en fait. Parce qu'on a souvent l'impression que finalement, le jeu, ça reste des jouets ou des objets. Mais le jeu, il commence à partir du moment où on est deux et on se regarde, et puis on fait émerger un petit peu ce plaisir. Si je vous demande à chacun de penser à un jeu d'enfant, qu'est-ce que ça vous évoque ? Un jeu pour vous, voilà. Cube, soldat, des figurines, dinette, ouais, capla, la pâte à modeler, hein, qui commence souvent par être appréhendée par la bouche, n'est-ce pas ? Disons qu'on voilà, on a quelques pots de pâte à modeler qui se retrouvent dans le tube digestif, mais ça fait partie finalement aussi des expériences. Ouais, quoi d'autre ? Les voitures, les poupées. Donc là, on est sur déjà un jeu assez élaboré. À votre avis, est-ce qu'une cuillère en bois est un jeu ? Oui ? Alors, cuillère en bois, on y va, ça fait du bruit. On peut la mâcher. Ça casse les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut jouer avec l'ombre, oui. On est sur la cuillère en bois. Hein. Exactement. On peut l'acheter, on peut taper. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Parce que là, on parle d'un objet cuillère en bois. Hein. Donc là, déjà, on voit qu'on peut quand même pas mal jouer avec. On met dans l'eau. Ouais, pour des enfants peut-être un petit peu plus grands qui vont commencer à vouloir nous imiter un petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec ça ? Exactement, nous donner à manger, préparer à manger et penser peut-être maintenant à un enfant de 3-4 ans. Des gâteaux. Et ça peut être aussi, mesdames et messieurs, un objet de la dernière technologie. Ça peut être une épée de chevalier. Eh ben oui. Parce qu'au départ, la cuillère en bois, elle va être là pour répondre aux besoins un petit peu sensoriels en fait, des enfants. Donc ils vont découvrir par la bouche, ils vont gratter, ils vont la lancer, ils vont la glisser, ils vont la mettre dans le bain, ils vont la sortir, ils vont la faire tomber, ils vont la mettre dans un saladier, dans une casserole, et jusqu'au moment où ils vont s'en servir pour faire comme papa, comme maman, où on prépare à manger, après on donne à manger, et après, dis donc, on détourne l'objet. Ça ne va plus servir du tout à ça, mais maintenant, ça va être, mesdames et messieurs, l'épée de chevalier. Donc ça, on appelle le jeu symbolique. Le langage est un symbole. C'est quelque chose qu'on apprend avec un code. C'est un symbole. Sans accès au jeu symbolique, on va avoir énormément de mal à parler. Le jeu est absolument nécessaire, c'est une condition sine qua non pour que le langage, en tant qu'outil, en tant que savoir, puisse se mettre en place. À l'heure actuelle, se parler, du coup, pour vous, ça évoque quoi ? C'est quoi se parler ? C'est un échange, c'est apprendre à
C'est un échange, oui. Donc du coup, ça se manifeste comment, les échanges? Comment on sait qu'on partage un échange? On se regarde. Il y a un retour, exactement. Qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce que là? Je vous pose des questions, on échange ensemble. Quand je parle, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez, et est-ce que vous parlez? Quand moi je parle? Non. Quand c'est vous qui parlez? Est-ce que moi je parle par-dessus vous? Non. Donc ça, c'est la communication. D'accord? C'est les tours de rôle, les tours de parole. Gardez ça en tête tout à l'heure, parce que voilà, se parler, c'est avant tout s'écouter, comprendre comment une discussion, comment un discours en fait se met en place, et on a besoin de maîtriser ces tours de rôle. On ne parle pas en même temps, on s'écoute, on s'attend. D'accord? Donc tout ça, ça va permettre à l'enfant d'apprendre. Donc, comme grosse introduction, l'enfant, il a besoin d'un autre humain, il a besoin de temps, et il a besoin qu'on lui parle, il a besoin de jouer. D'accord? Et depuis quelques années, il y a des choses qui sont un petit peu arrivées dans la parentalité. Ouais, j'entends, oh là là. Du coup, qu'est-ce qui vous fait dire oh là là? Bon, c'est des choses que je pense que nous avons quand même tous vues, hein, même tous fait. Donc, on fait plusieurs choses à la fois. Ouais. Il y a un truc qui capte notre attention. On fait plusieurs choses à la fois, ça capte notre attention. On est moins attentif du coup à l'enfant, on est là sans être là. Si vous parlez et vous êtes ailleurs, même que vous êtes présent face à lui, vous êtes ailleurs parce que vous pensez à quelque chose, à des mails, à lire vos mails, à l'important pour le travail. L'enfant du coup il n'a pas ses parents qui sont là vraiment pour lui à un moment. Exactement, ça pose la question finalement de cette attention qu'on se porte les uns et les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parent, à partir du moment où on est d'accord, j'ai aussi besoin de poser les choses, ce n'est pas être anti-écran, c'est pas du tout ça. Ce sont des outils absolument magnifiques, magique et qui vraiment source de progrès hein, pour nous. Là où je pourrais peut-être nuancer, c'est pour les enfants. Hein, c'est 0-3 ans, on pense quand même que c'est en accord avec les recommandations des sociétés de pédiatrie. Il faut savoir que depuis 2018, les écrans ont été introduits dans le carnet de santé. Hein, dans vraiment les messages de prévention. Et ça a un lien aussi avec nous, pourquoi est-ce qu'on a autant finalement d'enfants qui peuvent arriver aussi dans les cabinets d'orthophonie? Parce que voilà, ces enfants sont assez jeunes et comme vous l'avez très bien dit, finalement les parents sont aussi un petit peu détournés de leur enfant parce que il faut répondre à des mails, il faut poster des choses sur les réseaux sociaux et du coup on est happé aussi par autre chose alors que l'enfant lui c'est un petit peu compliqué quoi. Et puis je crois que je l'ai pas mise ou c'est l'autre. Alors il y a oui, mais il y en avait une autre où, en recherchant un petit peu, il y avait un Américain, un papa américain,
qui avait eu cette superbe idée, c'est d'inventer un porte-biberon qui se mettait sur les smartphones. Et l'argument était, on ne peut pas choisir entre s'occuper de son enfant et répondre en fait aux sollicitations professionnelles. Donc, je vous parle de ça il y a quand même 6-7 ans. C'était déjà dans l'air du temps. Et voilà, on s'est dit avec les collègues orthophonistes, waouh, qu'est-ce qui fait que finalement les parents sont aussi vraiment des cibles vraiment assez puissantes finalement du marketing, parce que on parle de ça après pour en tout cas cet aspect. Alors pendant que tout ça avançait, pendant que la technologie qui reste un progrès, on est bien d'accord, eh bien voilà un petit peu les tableaux des enfants que moi je peux recevoir. Dans les cabinets, maintenant je travaille en structure, donc on a aussi des enfants en milieu quand même un petit peu, on va dire, hospitalier, hein. Donc des enfants qui ne nous regardent pas, en dehors de toute pathologie avérée, hein. Des enfants qui ne nous répondent pas, qui nous répondent comment vas-tu ? Oui. Donc vous voyez au niveau de l'échange, hein, disons ça peut questionner. Autre chose qui a émergé il n'y a pas si longtemps, un enfant de 3 ans sans langage, mais vraiment sans langage, qui communiquait mais qui ne parlait pas, sans langage verbal. Et puis, il y a un moment où je dis, mais il y a quelque chose qui m'interpelle finalement chez cet enfant. Et je ne savais pas quoi. Je vous parle de ça il y a 7-8 ans. Les parents sont francophones, donc ils parlent tous les deux le français, ils ne parlent que français à la maison. Et en revanche, il y avait des contours intonatifs, chaque langue a sa musique, hein, a sa petite chanson. Et puis cet enfant, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui n'appartient pas au français, je ne reconnaissais pas les accents, il y a quelque chose, j'étais un petit peu, un petit peu déstabilisée. Et la question des écrans était très présente pour cet enfant, et j'ai demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'il regarde ? Qu'est-ce qu'il regarde à la maison ? Et il regardait que des choses en anglais. Ce qui fait que, en fait, quand on appelle le bain de langage, hein, c'est essentiellement la langue maternelle, hein, la langue maternelle des parents, pour qu'un enfant de 3 ans ne puisse produire qu'une voix, qu'une mélodie en anglais, je me suis dit, il faut quand même qu'il ait passé un certain temps devant les dessins animés pour que lui ne puisse reproduire que ces sons-là. Et la question finalement du contenu a été où je me suis dit, là, il faut que je pose maintenant la question de qu'est-ce que les enfants regardent. Et c'est quelque chose qui a été très nouveau dans nos métiers, c'est qu'avant, on pouvait avoir des informations parce que les parents nous disaient de leur enfant. Maintenant, on est obligé d'aller voir, d'aller regarder ce que les enfants regardent pour essayer à un moment donné de décrypter ou de le rencontrer. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Au même titre que, on a toujours eu un ordinateur dans nos bureaux, mais maintenant, les orthophonistes pensent à l'aménagement de leur bureau pour pas que les enfants, finalement, filent tout droit devant l'ordinateur et se mettent devant et tout ça. Ça, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Ces écrans ont participé un petit peu à déréguler tout ça. Donc, les enfants qui parlent beaucoup, des enfants qui coupent tout le temps la parole. Alors ça peut exister aussi sans les écrans, on est d'accord, hein, voilà. N'empêche que
certains enseignants nous disent « Oh là là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui prennent la parole, qui se lèvent, qui n'écoutent pas les autres, qui ne nous écoutent pas. » À votre avis, pourquoi du coup? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, ils n'ont pas été écoutés. Ils ne connaissent pas les règles de communication. Ils sont dans leur monde, oui. Oui, oui. Et devant un écran, pourquoi du coup, si on passe trop de temps devant un écran, surtout quand on est tout petit, pourquoi est-ce que ça peut un petit peu freiner ça? Pas d'interaction. Est-ce que vous avez vu aussi que le terme des choses interactives, c'est très très à la mode? Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de faire une confusion entre l'interaction et l'interactivité, quoi? Les interactions, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'homme, à l'humain. Et puis, appuyer sur un bouton, ok, c'est interactif, mais est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a une adaptation, finalement, de ce jeu ou des applications pour l'enfant? Ils vont, tous les jouets, hein, même les jouets premier âge, les applications, ils vont tous vous dire « Oh, super, super, ouais, bravo !» Ils ont tous la même voix. Généralement complètement inaudible. Et quel que soit l'enfant, ils vont dire exactement la même chose. Ils ne vont pas pouvoir s'adapter aussi à chaque enfant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant, pour parler, pour apprendre, pour comprendre, il faut qu'on le regarde, qu'on s'intéresse à lui et qu'on essaye de comprendre. Juste des petites vignettes cliniques. Donc, nous, on a commencé à parler un petit peu des écrans, au même titre que quand on rencontre les familles une première fois, les parents aussi les premières fois. On essaie de voir un petit peu comment ça se passe à la maison, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils s'occupent, pour essayer de voir ce qui nourrit en fait l'enfant. Donc, voyant qu'au fur et à mesure, depuis 2004, moi je pose la question de l'environnement, et on voyait des temps d'exposition aux écrans qui explosaient, et puis après la question du contenu. Moi je suis à une moyenne des enfants, on est à entre 0 et 3 ans, parce que moi je commence à les voir à 3 ans, on est sur une moyenne de 6 heures par jour. Et ça va très vite. Ça peut être avant l'école, le midi quand ils reviennent pour manger, après l'école, le soir. On voit des enfants aussi qui dorment avec le téléphone des parents sous l'oreiller ou la tablette. On a aussi des enfants qui se font pipi dessus. Ils sont tellement absorbés en fait. Oui, mais ils sont absorbés. En fait, c'est compliqué. On ne peut pas dire à des enfants, ils vont s'autoréguler, quoi. C'est pas possible. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la captation de l'attention qui est, à mon sens, un petit peu problématique. Donc, des temps d'exposition aux écrans qui ma foi, qui augmentent, et puis surtout de façon très, très précoce, quoi. Et puis, moi, j'écoutais beaucoup les parents quand j'expliquais, vous savez, pour le langage, pour les apprentissages, ça fait quand même beaucoup d'écran pour l'enfant. Et les familles me disaient, mais Carole, on ne savait pas. C'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas. Il n'y avait pas beaucoup de politique de prévention par rapport à ça. Et j'ai essayé, avec d'autres collègues, on a eu envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait finalement détourner, qu'est-ce qui pouvait faire que des parents étaient sensibles aux arguments. Et donc, on s'est rendu compte que,
les parents étaient mal informés et puis un petit peu détournés de leurs propres ressources. Parce que maintenant, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller voir sur Internet. Et voilà. Et finalement, est-ce que ça ne fait pas un petit peu trop de choses à comprendre pour les parents? Ensuite, je me suis dit, bon, ça y est, les parents, c'est compliqué pour eux, ils ont du mal. Ok. Je dis, qu'est-ce qui finalement est porté aussi? Pourquoi est-ce que finalement l'utilisation de tous ces écrans est aussi valorisée? Pour le travail, il n'y a aucun problème. C'est vraiment pas la question. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on va proposer tous ces outils-là à un enfant de moins de 3 ans? Comment finalement on installe aussi ces enfants dans aussi une petite consommation un petit peu numérique. Donc je suis allée voir sur les sites de parents, donc j'ai pris le plus, on va dire, le plus populaire. Voilà, je vous remercie. Donc, quand on est parent, on est très souvent débordé. Pourtant, il suffit parfois de jeter un coup d'œil à son smartphone pour trouver la solution à son problème. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être comme problème pour les parents? Comment faire manger son enfant? Dormir. Qu'est-ce qu'on peut se poser encore comme question? Est-ce que mon enfant est malade? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment bien l'éduquer? Donc bien sûr, ça, les livres, élever son enfant, tout ça, il y a toujours eu des ressources. Là, après, je suis allée voir un petit peu aussi ce qu'il proposait. En fait, ce qui nous a dérangé sur ces termes-là, c'est que les solutions qu'il propose, c'est par exemple des applications où on rentre l'heure à laquelle un enfant, par exemple, a pris une tétée, et qu'après, il va y avoir un signal d'alarme pour dire attention, votre enfant va avoir besoin de manger. Comme si, juste peut-être en portant attention à cet enfant, en écoutant, on n'était pas finalement capable de reconnaître des pleurs de faim, les pleurs de fatigue. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que finalement, on détourne les parents de leur rôle de parents, c'est-à-dire de regarder leur enfant et de pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans sa tête et pouvoir y répondre. Et toutes les applications et tout ça, c'est pas forcément les choses les plus... comment dire, ça fait pas du sur-mesure, quoi. Après, nous avons... Je suis allée voir aussi une application pour les premiers mots. Donc là, on parle d'applications pour des enfants à partir de 6 mois. Avec bébé premier mot, votre bébé ou votre enfant apprendra à prononcer ses premiers mots, tout en stimulant son intelligence par un apprentissage précoce. Grâce à cette application, l'enfant apprendra des mots de couleurs, de parties du corps, de nourriture, d'animaux, de chiffres, et bien plus encore. Ok. Juste si on prend un enfant 12-18 mois. Si on regarde ce qui se passe dans une crèche ou dans une école maternelle, ils sont stimulés, mais ils sont aussi stimulés par le fait qu'ils sont plusieurs à répondre. Il y a du collectif et donc de la simulation
On est bien d'accord. Ça, c'est pour la crèche, mais même dans d'autres modes de garde, à partir du moment où il y a plusieurs enfants. Hein. Et puis là, qu'est-ce qu'il peut y avoir ce mot apprentissage précoce. Moi, ça me choque parce qu'on a l'impression qu'on doit les gaver. Ah, bah voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai de façon générale. Et là, c'est-à-dire qu'on doit les pour atteindre des performances, quelles qu'elles soient. C'est du gavage pour moi. Mais on est clairement à du gavage. Moi, on met même ça en lien avec les enfants qui arrivent en petite section de maternelle et qui ont du mal à se poser, qui n'arrivent plus à apprendre. Parce que finalement, si c'est juste des mots, apprendre des couleurs, apprendre des chiffres, apprendre des lettres en anglais, en turc, ou je ne sais pas, est-ce que c'est ça, finalement, être un être humain, en fait? D'accord? Donc, comment? C'est une machine, mais je reprends le terme de madame parce que je trouve qu'il est assez juste. Un enfant de 12-18 mois a autre chose à faire que d'apprendre. Et puis voilà, les mots, on n'apprend pas juste les mots parce qu'on les répète, quoi. Depuis quand je sais pas. Si je vous dis, par exemple, le mot sapin, est-ce que vous pouvez me décrire comment il est, votre sapin, dans votre tête? Il est vert, il a des épines. Là, on a les boules de Noël. On a quoi d'autre? Il vient d'une forêt. Ça sent. Ouais. C'est quelque chose de vivant, de dynamique, et parce que c'est quelque chose aussi qu'on a vécu. Hein, c'est pas juste un dictionnaire. Hein, on n'est pas juste en train de faire un dictionnaire de mots. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, et il y a aussi, quand on reprend le rôle de l'adulte, notamment des parents, on dit « Ah, mais tu te souviens, à Noël, il y avait le sapin que papy et mamie étaient allés chercher, et puis le chat, par exemple, il avait joué avec la boule. » Vous voyez, tout ce recontextualiser, vous recontextualisez tout ça. Et c'est ça la force, finalement, de la parentalité aussi au niveau du langage, quoi. C'est la compréhension et de pouvoir rappeler, de pouvoir reconvoquer ce que vous avez vécu avec votre enfant. Et ça se fait de façon naturelle, sans objectif scolaire. Sans objectif scolaire. Là, on est sur des choses déjà qui préparent l'enfant à rentrer de plus en plus tôt dans des choses très scolaires. Alors une petite dernière, c'est la suite. Parce qu'on n'a pas fini. On ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment super. Et finalement, on n'a pas besoin d'être avec les enfants puisque nous avons tous ces outils-là qui vont les aider. Voilà. Donc il suffit de toucher l'écran pour que le bébé ou l'enfant puisse interagir, voilà, hein, la notion aussi d'interaction, avec des jeux amusants qui guideront son apprentissage au travers d'objets de la vie quotidienne. Ce jeu a été spécialement conçu pour les enfants, il ne contient pas de publicité, donc ça fait aussi partie d'un argument. Par conséquent, votre bébé ou votre enfant peut passer des heures à jouer. Comme ils apprennent des choses, comme du coup ça construit leur intelligence, ils peuvent jouer pendant des heures. Il n'y a aucun problème, puisqu'il y a des objectifs éducatifs scolaires derrière. On se met à la place des parents, on lit ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Oui, allons-y. Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais être un mauvais parent, ou je vais mettre aussi, mon enfant va être peut-être en retard. Parce que, après, c'est ça aussi. Hein. Donc, même un bébé peut jouer sans l'aide d'un adulte. Voilà. Donc, on est sur de l'autonomie. Et on conforte cette idée, on conforte les parents
dans l'idée que les enfants, grâce à tout ça, ils peuvent se développer tout seuls, ils n'ont pas besoin d'eux. Et, parce qu'on n'a pas parlé, apprendre une deuxième langue. Ah, une langue. Comment ça se construit? Comment on acquiert une langue? C'est une question hyper complexe. Et est-ce qu'elle peut se résumer, une fois de plus, à juste des mots? Exactement. Oui. Et quoi d'autre? Il faut connaître la culture parce qu'il y a des choses qui sont véhiculées par la langue, bien évidemment. Eh ben. Et c'est la première chose qui fait que nous sommes en lien avec notamment nos parents. C'est pour ça, moi, j'ai des mamans, elles me disent, oui, mais nous on parle kabyle. Mais je dis, mais parlez kabyle à votre enfant. C'est la langue du cœur. À partir du moment où ça passe avec le cœur, il faut parler une langue, sa langue maternelle avec un enfant. Et surtout, un enfant va parler une langue dont il va avoir besoin dans son quotidien. S'il n'a pas besoin d'une langue, il ne va pas la mobiliser, donc il ne va pas l'apprendre. Apprendre des mots, sensibiliser les mots jeunes, enfin, sensibiliser les enfants de façon très jeune à l'anglais et à d'autres langues, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas ça qui fait qu'un enfant va parler une langue. Un enfant a besoin de parler une langue quand il a besoin d'être avec ses parents, exprimer des désirs, faire des demandes, comprendre. Sauf que, ben voilà, on est dans une société où on doit profiter aussi d'un maximum de temps pour que les enfants puissent avoir beaucoup de langues, comme ça ils vont pouvoir être hyper performants aussi dans leur vie d'adulte. Alors je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Donc, la seule tablette spécialement conçue pour les petits dès 18 mois, en sachant que les recommandations en fait, de l'OMS, les recommandations de toutes les sociétés de pédiatrie, c'est pas d'écran avant 3 ans. Voilà, juste pour resituer aussi un petit peu ça. Donc, tablette tactile et éducative dernière génération, spécialement développée pour bébé. Le design spécialement adapté à bébé. Une super coque en silicone ultra résistante pour protéger la tablette. Parce que finalement, c'est vrai que c'est assez cher. Donc, bon. Et puis, on peut se dire quand même qu'à 12-18 mois, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Ben voilà, ils vont taper, ils vont les empiler, et voilà. Donc forcément, vaut mieux peut-être concevoir quelque chose d'un petit peu solide, afin que ça passe pas, voilà, pour pas non plus en racheter. Et puis, elle est amovible et permet de transporter la tablette facilement. Ben oui. Et ça, c'est vraiment, finalement, une révolution, tout ce qui est tablette. Avant, parce que j'ai des parents qui me disent, bah oui, mais avant, Carole, il y avait la télévision. Bah oui, c'est vrai, il y avait des écrans. Sauf que la télévision, c'était à la maison. Et ce n'était qu'à la maison. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai jamais vu quelqu'un arriver au restaurant avec une télé sous le bras, quoi. Même si elle est écran plat, hein, bien évidemment. Donc, c'est le fait que ça soit transportable. Parce que du coup, ça peut être au resto, dans la voiture, dans les salles d'attente. Vous voyez ? Partout. Et en fait, les temps d'exposition aux écrans vont s'ajouter. Alors qu'avant, c'était, comment dire, au moins dans un espace précis, et là, ça se... comment dire, ça se... oui, en fait, ça s'additionne.
Et voilà, c'est quand même un petit peu problématique. Ah bah là voilà, ça c'était mon truc. C'était mon porte... le porte... C'est vrai, c'est pas con, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas con. Hein. Non, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez voilà, d'assez impressionnant. Et puis, les gens réfléchissent et puis comment dire, ça force l'imagination et l'inventivité. Hein? Et voilà, un porte-biberon, le principe est très simple, met les biberons et smartphones sur le même outil. Après la perche à selfie, voilà donc la perche à biberon. Voilà. Il est convaincu que son innovation sera la solution à beaucoup de problèmes de jeunes parents. Cette invention sera très bientôt commercialisée selon le Télégraphe chargé de rapporter l'information. Et ça a été commercialisé. Mais on a vu aussi, il y a beaucoup de choses. On a eu des pots aussi avec des porte-tablettes. Hein, comme ça, les enfants apprennent la propreté avec une tablette, comme ça, ils restent comme ça. On a aussi des nacelles qui reproduisent le balancement des bras finalement d'une maman. On avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les transats aussi, avec voilà, la tablette comme ça les enfants regardent bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce qu'il faut... Oui, il y avait aussi une alarme de la société des obstétriciens suisses qui déplorait finalement maintenant que la première chose que pouvaient faire certains jeunes parents, c'était de prendre en photo leur enfant avant de les prendre dans les bras. Et donc il y a vraiment une prise de conscience, voilà, qui commence à s'éveiller un petit peu sur voilà, l'utilisation et puis vraiment l'objectif, notre objectif en tant que orthophoniste professionnel aussi de l'enfant, c'est que les parents puissent reprendre un petit peu les rênes dans tout ça et qu'on puisse les rassurer aussi dans leurs compétences parentales, parce que finalement, il n'y a qu'eux aussi qui connaissent vraiment bien leur enfant, quoi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous tient très, très à cœur. À votre avis, qu'est-ce que du coup l'enfant, il oublie? Vous parliez tout à l'heure, monsieur, des expériences et des sens. Qu'est-ce que ça l'empêche de faire du coup, cet enfant? De communiquer avec les parents, les câlins. Il n'y a plus d'humain. Il n'y a pas de relation humaine. En tout cas, il y en a moins. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'attachement. Disons que ça peut être un outil comme un autre, il faut savoir pourquoi on l'utilise. Parce que finalement, pourquoi pas? Sauf que, en tout cas pour certaines familles qui arrivent dans le soin, c'est l'unique sollicitation. Un exemple, par exemple, moi je suis une fan de chocolat. Alors, le chocolat, si je ne pouvais manger que du chocolat, je le ferais avec plaisir. Sauf que 5 légumes par jour. Donc, il faut manger varié. Pour l'enfant, c'est pareil. Il faut jouer varié. D'accord? Et je pense qu'il y a peut-être une question à se poser, c'est quand on enlève l'école, la crèche, l'assistante maternelle, il reste le temps libre de l'enfant, le temps d'éveil. Et du coup, l'exposition
à des applications, à des dessins animés en anglais, à des dessins animés tout court. Combien ce temps d'exposition-là représente sur le temps global d'éveil en fait, de l'enfant. Je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut penser, quoi. Ben voilà, maintenant, voilà, on estime quand même qu'il faut y aller, faut y aller doucement, quoi, parce que ça prend énormément de temps sur son temps libre. Est-ce qu'il est se sent en sécurité, cet enfant qui quand il fait d'être continuellement devant sa tablette, est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que c'est sécurisant? Je ne sais pas, à votre avis. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échange. Est-ce que vous avez déjà écouté là, les nouveaux dessins animés? Vous êtes loin de tout ça Regardez, alors c'est pareil, hein, pas tous les dessins animés, mais écoutez, vous allez sur YouTube et vous allez regarder Bébé Lily. Moi, j'ai fait le top 10. Hein. Sincèrement, c'est impossible pour un enfant de comprendre ce qui se dit. Ça va vite, ça va très très vite. C'est très fort. Et en tant qu'orthophoniste, quand on essaye d'écouter un petit peu le contenu, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, je sais pas, voilà, elle va parler de son grand-père et puis on voit une marionnette qui fait comme ça. Enfin, l'enfant ne peut pas s'y retrouver. Donc, allez, vraiment, je vous conseille d'aller regarder un petit peu les dessins animés, parce que ça soit des dessins animés, des émissions aussi pour apprendre, très éducatifs, pour apprendre justement des lettres en anglais et tout ça, tous ces contenus-là sont vraiment calqués sur le même rythme et la même rapidité. Et c'est assez... on croirait que tout, ça répond tout à un même format, en fait. Quel que soit le support, il faut que ça aille vite. Et tout ça, ça fait appel aussi à des choses très réflexes de notre cerveau. À partir du moment, on est quand même des êtres sensoriels aussi, et tout ce qui fait appel à nos sens, et voilà, un cerveau qu'on bombarde avec des images, avec des sons, au bout d'un moment, il est capté, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est la captation de l'attention. Et avec des circuits de récompense très, très, très sophistiqués, mais ça, c'est plutôt pour les réseaux sociaux ou les jeux. Voilà, on sait très bien maintenant comment fonctionne le cerveau. Donc, pour essayer de capter, en fait, les enfants, d'avoir un maximum de vues, d'avoir un maximum de profit, finalement, ils détournent tout ça, justement, pour essayer d'avoir que l'enfant ait de moins de temps libre pour pouvoir grandir tranquillement avec ses parents et le jeu, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mais là, du coup, qu'est-ce qui va rester comme temps de jeu à ces enfants? Comment? Là, il y en a quand même de moins en moins. Et ça fait partie aussi des constats dans les cabinets d'orthophonie, c'est que les enfants ne savent plus jouer. Mais là, je parle des cabinets d'orthophonie, mais c'est pareil pour les professionnels de la petite enfance, c'est pareil pour tout le monde, quoi. On a des enfants qui, à 8 ans, ne savent pas jouer avec un jeu de plateau, qui, à 8 ans, ne savent plus imaginer, parce qu'on n'a pas tellement parlé d'imagination, mais hey, tout ça, quand même. Le jeu avec 3 fois rien, là.
Le jeu avec la cuillère en bois, le jeu à Noël. Voilà, on a tous quand même en tête les enfants à Noël, à qui on offre une super poupée ou une voiture de dingue, et puis ils vont passer leur temps à ouvrir le carton, à le refermer, le bolduc, comme ça, on le met, on le fait par terre, quoi. Voilà, des jeux simples. Et c'est pour ça que nous avons monté une association maintenant avec mes collègues orthophonistes, où on essaye vraiment d'accompagner les parents et les professionnels pour que les enfants retrouvent un temps qu'on appelle de jeu libre, parce qu'ils sont de plus en plus sollicités par des jeux éducatifs, des jeux scolaires, ou en tout cas des jeux pour lesquels on attend un résultat d'eux. Et les jeux avec 3 fois rien, la maison, c'est un terrain de jeu assez extraordinaire. On a parlé de la cuillère en bois. Avec quoi ils peuvent jouer encore? À cache-cache, ouais. Dans quoi? Dans les placards, ouais, pourquoi pas. Sous les draps. Les cabanes. Oh, les cabanes. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore inventer? Dans la maison, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Comment? Je ne sais pas qui a parlé. Le boogie-boulga. Personne n'a parlé des placards? On en parle ou on en parle? Les placards et les portes. On ouvre, on ferme. Les interrupteurs. Les gamelles, les casseroles, les poêles. Faire de la cuisine. Les prises. C'est pour ça que on fait des choses, on sécurise un petit peu, quoi. Hein, mais les petits doigts là qui veulent, n'empêche que les enfants là, ils sont en train de jouer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre encore dans une maison? Hein? Les papiers de toilette, les rouleaux de papier toilette dans les dans les toilettes. Comment? Les boîtes de Kleenex. Mais tout ça, des fois, ça peut être perçu comme quoi? Des bêtises. Et ouais, ça peut être des bêtises. Donc le but n'est pas non plus de dire aux parents, c'est open, faites tout, laissez-le tout faire. Mais n'empêche qu'il y a quand même des moments où, pour reprendre l'expression du monsieur tout à l'heure, ce sont des expérimentations. Et tout ça, ça a un sens pour eux. Les enfants savent ce dont ils ont besoin. Donc c'est aussi à nous, adultes, de pouvoir les accompagner, de pouvoir repérer ce qui les intéresse et de pouvoir nourrir des situations de jeu libres. Donc le jeu libre, c'est les moments où on n'attend rien d'eux. Nous, on peut mettre à disposition et puis après, c'est à nous de les suivre dans leur petite créativité, dans leur imagination. Et c'est notre place aussi d'adulte et d'humain. Les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, et puis aussi cette notion de frustration aussi, quoi. Parce que des fois on peut pas tout faire, et des fois on a besoin aussi. Moi je vois certaines familles, elles me disent oui, mais moi je veux pas trop dire non parce qu'après je pense qu'il va pas m'aimer. Oui, mais des fois aussi ils ont besoin de limites, ils ont besoin de s'épanouir dans un espace où c'est aussi sécurisant de dire non, là c'est juste pas possible en fait. Tu peux t'arrêter, on y va un petit peu tranquillement. Alors cette question de l'accompagnement des parents, elle est venue de par notre
comment dire, nos constats en fait cliniques. Donc on a fait des films et puis après on s'est vraiment lancé dans cette association donc qui s'appelle Je vous pense parle et on essaie maintenant de proposer des moments complètement inédits, déconnectés. Et c'est des moments de jeu libre qu'on met en place soit à l'extérieur ou soit dans des salles. Tout dépend un petit peu aussi les conditions météorologiques. Mais l'idée, c'est de mettre à disposition pour les familles des cartons, des boîtes, des cuillères en bois, des éponges, des ciseaux, et laisser venir un petit peu l'imagination des enfants. Et nous, ça nous permet du coup d'appréhender, de pouvoir aussi faire un peu de prévention sur les écrans. Ces moments-là de partage entre les parents et les enfants, ça sera toujours ce temps où ni l'un ni l'autre ne sera vissé en fait sur son téléphone ou son ordinateur. Et on croit vraiment maintenant que la prévention doit s'incarner. C'est-à-dire qu'on doit vraiment pouvoir partager des choses avec les parents, vivre les choses avec les parents et leurs enfants en même temps. Parce qu'il existe beaucoup de flyers, beaucoup d'affiches et tout ça. Mais voilà, on est dans une société maintenant où, comme on disait tout à l'heure, on a besoin de vivre un petit peu, de vivre ensemble, de se reconnecter un petit peu les uns aux autres. Parce que c'est important. Du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que maintenant... Ça serait du coup quoi comme défi en 2022 du coup? Est-ce que c'est un défi d'être parent? Ouais. Ça l'a toujours un peu été, mais Attends. peut-être que c'est plus compliqué parce que les parents sont parents plus tard. Oui. Ils ont déjà eu une vie professionnelle, c'est peut-être plus difficile. C'est différent, il y a des difficultés avant étaient différentes, parce qu'on avait plus facilement la pauvreté. Être parent tard, c'est compliqué, mais être parent très jeune, ça l'est étonnant. Oui. Donc ça a changé vite. Donc en plus, c'est plus les mêmes expériences que leurs parents ou leurs grands-parents. Tout à fait. Et ça, vous soulignez un point qui est assez fondamental, c'est que nous, notre génération, on a vécu autre chose. Donc, on peut reconvoquer des choses qu'on a vécues. Sauf que là, il va se poser la question, vraiment des toutes nouvelles générations où il y avait déjà aussi ce bain-là, où le jeu peut être un petit peu plus spontané, le jeu dehors, les enfants, on les trouve moins dehors. Moi, je travaille au milieu d'une cité aussi bien en libéral qu'au CMP. On ne voit plus les enfants dehors comme avant. Moi, je trouve qu'on les voit beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Ils sont plus aussi isolés. C'est vrai que c'est une question que nous, on se dit, oh là là, comment on va pouvoir faire? Parce que nous, on avait déjà fait autre chose, mais là, il y a certains parents qui vont avoir peut-être qui vont être un petit peu plus en difficulté pour faire passer aussi ces expériences-là à leurs enfants. Effectivement. Ah, on voit moins les adultes dehors, oui. Ouais. C'est vrai. À quoi, du coup, vous, ça vous évoque quoi? Dans les villages, il y avait souvent des gens qui parlaient le soir. Ça crée une petite vie sociale, tout ça a disparu. Le lien. Oui. Le lien social, ouais. C'est vrai que les parents, les adultes... après, c'est vrai que la pandémie n'a pas aidé non plus.
hein, voilà, disons que on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que reprendre des habitudes de partage, reprendre des habitudes voilà, aussi culturelles ou des choses comme ça, on sent que maintenant on est un petit peu plus comment dire, réticent, un petit peu plus frileux, quoi. Hein, on sent que c'est vraiment compliqué maintenant aussi bien pour les enfants que pour les parents. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque encore tout ça? Oui, vous parliez tout à l'heure des injonctions. Enfin, moi, c'est moi qui l'interprète comme ça. Toutes les injonctions qui peuvent être faites aux parents pour être de bons parents. Avec le tout écran où on a les réponses tout de suite, où il faut qu'on soit très réactif. Moi, je pense qu'il faudrait que les parents réapprennent ou apprennent à avoir confiance en eux. C'est ça. Et que ce sont eux les personnes qui connaissent le mieux leur enfant, tout et à pas fait. les écrans. En fait. Ben oui. Et puis, c'est cette notion de sur-mesure, quoi. Sur Internet et tout ça, on va avoir des réponses qui peuvent, dans certains cas, être tout à fait entendables et pertinentes. Mais je pense que les parents aussi, je m'inclus, hein, c'est de pouvoir avoir une réponse plus spécifique. Hein, parce que voilà, on a besoin de connaître des choses sur un petit peu de façon le plus globale possible, mais des fois on a quand même envie qu'on nous parle de notre enfant et juste de notre enfant, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui se perd un petit peu. Et après, il y a tellement une multitude de ressources que les parents ne se font plus confiance. Et en plus, entre comment dire, le bouche à oreille et puis le nombre de sites, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Hein. C'est quand on tape quelque chose, comment voulez-vous déjà... On sollicite ça parce qu'on a besoin d'avoir des réponses, on se pose des questions, et après, c'est tout et n'importe quoi, c'est tout et son contraire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui peut être problématique, et on est dans une société aussi de l'instant. On ne peut pas tellement différer, quoi. Il faut qu'on ait des réponses tout de suite, on a des réponses tout de suite. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, je trouve quand même, dans notre société maintenant de 2022, d'assez inédit en matière en tout cas de numérique, quoi. Parce que on n'avait pas ça, pas ça avant, et je trouve aussi que voilà, la notion de progrès, elle est toujours intéressante, elle est même fondamentale pour notre évolution à nous. Mais à partir du moment où ça commence à concerner l'enfant, et je dirais même le bébé, là je trouve que ça peut questionner un petit peu davantage, quoi. Parce que du coup, ça vient faire un peu écran. Hein, ça vient interférer les relations parents-enfants. Donc peut-être que ce défi maintenant de 2022, c'est de se faire confiance, quoi. Et puis d'aller chercher aussi des réponses, mais vraiment de pouvoir s'écouter. Moi, c'est ce que je dis aux parents. Être parent maintenant, je trouve ça... pas facile, notamment pour les petits, quoi. Puis laisser la place au développement de l'enfant. Chaque enfant se développe pas forcément... à son rythme. Oui, c'est vrai. C'est cadré et puis c'est aussi très étiqueté, quoi. Maintenant, on a on se réfère à une norme, quoi. Voilà. On a une norme, et à partir de là, les différences intersubjectives, comment dire, une situation sociale d'un enfant, une situation familiale peut avoir un impact. Là, je vais parler plus au niveau des apprentissages, quoi. Ça peut avoir un impact forcément sur les capacités d'un enfant à apprendre, sauf que tout de suite, il va falloir mettre une étiquette. Ça peut être source d'inquiétude pour les parents aussi, tout ça, parce que... Oui, puis des fois, c'est même aussi trop tôt. On oublie qu'un enfant aussi a des capacités de développement, de transformation et tout ça, quoi.
Donc c'est vrai que voilà, cette notion de libre arbitre, de singularité, c'est quand même aussi ce qui fait la spécificité de l'être humain, quoi. On est tous singuliers. On a tous le langage, on a tous les mêmes compétences, facultés, mais par contre, on n'a pas deux qui se ressemblent, quoi. Et cette singularité, je pense qu'il faut pouvoir la cultiver. Et puis, voilà, la parentalité, en tout cas pour les professionnels de soins comme les orthophonistes peuvent être, c'est aussi de dire, oui, moi je peux vous dire de comment l'enfant fait pour développer son langage, mais ça vous intéresse peut-être de voir comment on peut aider votre enfant et comment on peut vous aider, vous, en tant que parent. Est-ce qu'il y a des constantes sociales dans les jeunes qui sont touchés parce que je me disais tout à l'heure en regardant une maman qui est submergée, qui a plusieurs enfants, avant c'était la télévision, maintenant c'est voilà, les tablettes, c'est aussi une babysitter. Pendant ce temps-là, elle peut faire leur repas, pendant ce temps-là, etc. Tout à fait. Donc, mais est-ce qu'il y a des constantes sociales? C'est-à-dire, est-ce que c'est un public plus en difficulté qui est plus facilement apte absolument de tout. Au tout départ, c'est vrai que cette question du niveau social ou des mamans déprimées, voilà, c'est vrai, c'est des arguments qu'on avançait beaucoup. Après, maintenant, on a aussi des familles de bon niveau et qui vont utiliser aussi les écrans à des fins de performance. Donc, en fait, il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue, mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le milieu, il est important de partir de ce que le parent a envie, de ce que le parent a peut-être détecté, ou de l'inquiétude des parents pour pouvoir les accompagner, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental, quoi. J'ai une petite anecdote parce que je travaille aussi à Villiers-sur-Marne dans un PRE, un programme de réussite éducative où je ne reçois pas les parents, pas les enfants en individuel, mais je les reçois qu'avec les parents. Et on me dit, est-ce que tu pourrais recevoir cette famille, un enfant de 4 ans qui parlait pas trop, et puis forcément je discute avec eux, et la maman me dit, oui, mais alors, qu'est-ce qui regarde les écrans, je suis un peu embêtée parce que je vois bien qu'il arrive à rien faire d'autre et tout ça. Et puis elle me dit, mon pédiatre m'a conseillé un petit ouvrage. En fait, elle savait pas, mais je l'avais écrit avec mes copines ortho. Donc je dis, super. Elle fait, bon, alors je vous avoue, pour l'instant, c'était que de la décoration, hein. Je dis, écoutez, pas de problème. Et puis, je dis, est-ce que vous pouvez le ramener? Et puis, en fonction de ce que vous allez me dire de votre enfant, on ira peut-être piocher une activité à faire ou un jeu à faire ensemble et tout ça. Et en fait, elle est revenue la semaine d'après. Et elle me dit, mais j'ai tout relu. Je me suis dit qu'une cabane, ça serait chouette. Donc, elle a fait une cabane avec son enfant. Elle sort systématiquement après l'école, elle fait la cabane et elle me dit, mais j'ai même demandé à mon mari de faire la cabane avec nous. Et dis donc, vous allez me croire, je ne sais pas si vous allez me croire, mais n'empêche que maintenant, mon fils, il a beaucoup plus envie de venir me parler, il va plus vers les autres, il a envie de nous raconter des choses, et vraiment, c'est quelque chose... elle m'a dit, mais en fait, c'est fou parce que vous nous dites des choses absolument toutes simples. Et en fait, il ne suffit pas de grand-chose. C'est de pouvoir reconvoquer un peu le bon sens, en fait. Moi, les parents me disent, oui, mais en fait, mais pourquoi est-ce que je me suis fait quand même happer par tout ça? Mais en fait, c'est très, très simple. Ce que vous dites, c'est simple, et on voit bien, et tout de suite, les enfants, ils repartent. Je vous ai ramené le témoignage d'une maman. C'était une des premières qui a bien voulu que je recueille sa parole. Et je trouve que pour clôturer, c'est quelque chose d'assez chouette. Donc, c'est une maman qui parle. Hein. Elle dit Mohamed a commencé à regarder les écrans à l'âge de 2 ans. Et comme il ne parlait pas, je pensais que s'il s'intéressait à ça, ça allait l'aider. Mais c'était le contraire.
Il passait toute la journée à ça, et moi, ça m'arrangeait parce que je faisais le ménage. J'étais tranquille. Vraiment, je pensais que ça allait l'aider. Il regardait la tablette tout le temps, toute la journée, même la nuit, et pour manger. Quand on est venu chez vous, vous avez remarqué qu'il faisait beaucoup la bagarre, et vous me l'avez dit. J'ai regardé, et j'ai remarqué aussi. Vous m'avez réveillé. Depuis que vous m'avez parlé de ça, j'ai regardé et j'ai trouvé que vous aviez raison. Au début, j'ai commencé à arrêter la tablette. C'était dur. Il pleurait. Il ne comprenait pas. Il ne s'intéressait pas à autre chose, au lire, à écrire. Après ça, je me suis moi-même concentrée sur lui et je l'ai aidé à prendre des livres. J'ai arrêté le ménage pour lui apprendre, pour lui montrer qu'il pouvait faire autre chose comme jeu. Je l'ai aidé à apprendre l'alphabet. Ça a été dur de se concentrer, mais on a fait ça. Il a réussi. Je lui apprenais, je lui montrais comme on dit. Maintenant, il lit tout seul en espace de 6 mois. Maintenant, il lit tout seul. Il fait ses devoirs tout seul, il travaille tout seul, il a beaucoup progressé dans les phrases, il est plus concentré sur son travail et prend son temps. Avant, c'était impossible. Aujourd'hui, depuis des mois, il n'y a plus de tablette, il n'y a plus de télé, il ne s'intéresse plus à ça, il veut ses livres, son cartable, il n'aime plus la télé. Les livres ont remplacé la tablette, et pas que pour Mohamed, mais aussi pour tous mes enfants. J'ai appris à éteindre la télé, on rigolait, on se parlait, on discutait, je me sentais comme en Afrique, j'ai aimé et vous m'avez réveillée. Les mots d'une maman. Quand on dit, voilà, être parent, c'est compliqué. On va dire que c'est pas simple. Voilà. On va pas être aussi catégorique, mais ça peut être compliqué. Et je pense aussi que tous les professionnels de santé, de l'éducation, enfin, voilà, de la petite enfance, on doit quand même pouvoir garder en tête que les parents aussi ont besoin d'aide, parce que on est dans une société qui va très vite, qui a aussi, enfin, comme on l'a dit, hein, la performance, le manque d'humain, et des fois, voilà, d'être un petit peu accompagné, un petit pas sur le côté, peut permettre à ses parents d'évoluer sans que nous, après, on ait besoin d'y revenir. Mais avoir une attention, une écoute, un mot, un temps d'échange, un temps d'écoute est vraiment une denrée de plus en plus rare et qu'il va peut-être falloir s'atteler à maintenir. Hein. Cette question du temps, aussi bien pour l'enfant que pour les parents, doit être, à mon avis, une question centrale maintenant dans l'évolution des parents et des enfants, pour que les enfants restent des enfants et que ça ne soit pas des adultes en miniature, parce qu'on est beaucoup aussi sur le fait de calquer des besoins des adultes. On se dit, bah voilà, ça c'est nos besoins et on va les calquer sur les bébés et les enfants, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Je ne veux pas avoir plombé. Hein. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Je voulais juste rappeler le problème aussi de la santé qui se pose à cause de justement tout le numérique. Et c'est une question que vous n'avez pas évoquée, mais je pense que ça a une répercussion directe, puisque en fait, le fait de rester inactif devant une tablette, devant un jeu, etc., on sait très bien que de moins en moins d'enfants bougent. Ouais, le manque d'activité physique est un problème réel. Ça devient vraiment maintenant une question de santé publique. Tout à fait. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, parce que certes, c'est un outil. Moi, j'ai toujours pensé ça, et j'ai pensé que c'était quelque chose qui était en plus de ce qu'on avait déjà, et non pas à la place d'eux.
Et moi, c'est ce qui me choque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pris tout ça comme des choses pour remplacer tout le reste qu'on a connu avant. Et moi, ça me paraît, justement, aucun bon sens, quoi. On a perdu ce fameux bon sens. Et je pense que si aujourd'hui, on pense aussi... Alors, je ne dis pas que c'est totalement faux, mais pour moi, être parent, ça ne devrait pas être un défi. Parce que c'est quelque chose qui, à la base, est naturel, on va dire. Mais je crois comme moi j'ai utilisé le terme tout à l'heure, on nous gave d'un tas de théories, d'un tas de trucs partout, dans les livres, sur Internet, etc., à la télé, et que, en fait, du coup, on psychote. Moi, j'utilise ce terme, j'adore, il n'existe pas, mais on psychote tous avec tout ce qu'on fait dans la vie. Il n'y a pas que la parentalité. Et la parentalité est également touchée par ce phénomène. Et que, au lieu d'utiliser quelquefois le simple bon sens dans la vie quotidienne, on n'y arrive pas. Parce qu'on se dit « Ah, mais est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ça va être bon? Est-ce que c'est pas dangereux? Alors, le coucher comme ça, c'est d'une façon. Alors, est-ce que je reste pas avec lui? Est-ce que je le... » Enfin bon, bref, voilà. Moi, j'ai été élevée par des parents, entre guillemets, normaux, qui ont connu tout ce que tout le monde connaît dans la vie, avec leurs difficultés, etc., etc. Mais enfin, j'avais pas du tout l'impression qu'ils avaient l'impression d'avoir fait face à un défi, quoi. C'est quelque chose qui me paraît justement être du simple bon sens. On a des enfants, et ce qui me choque aussi souvent, c'est que moi, je suis un petit peu dans l'extrême, on va dire. Je serais assez pour délivrer un espèce de permis d'être parent. Parce que quand on voit le comportement de beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont irresponsables, simplement. Et en même temps, on nous dit que c'est un défi, et en même temps, ils ont la tête plus grosse qu'eux-mêmes, parce que quand je vois l'attitude des parents à l'école, c'est limite, qu'est-ce que mon enfant fait à l'école, quoi. Alors que l'école est indispensable pour l'apprentissage et sa façon de se positionner dans la société, dans sa communauté, c'est essentiel. Donc, l'école, autant que les parents, ont une responsabilité, mais chacun la sienne. Oui. Aussi, il ne faut pas tout mélanger. Oui. Et là, on mélange tout. Et effectivement, je termine là-dessus, ce qui me choque essentiellement dans tout ça, c'est le manque d'échanges humains. Tout simplement. On est des êtres humains. Donc, on est des êtres de sensibles, de relations, de câlins, de toucher, effectivement, mais où est tout ça, là, avec le numérique? Il n'y en a pas. Et ça, moi, ça me paraît très dangereux, parce qu'on est vraiment, pour moi, sur des questions de santé publique, effectivement, aujourd'hui, auxquelles, à mon avis, personne s'attaque sérieusement. Alors... J'entends des choses, mais ça me paraît oui, mais n'empêche que c'est... Parce que nous, quand on avait commencé à alerter sur les tableaux cliniques qu'on voyait des enfants, on avait participé à l'alerte. Sauf que c'est une question qui est assez compliquée, c'est quand même une problématique qui est assez nouvelle, qui est assez jeune, parce que ça fait pas très longtemps qu'on en parle. Et puis, on peut aussi invoquer maintenant les recherches scientifiques. Sauf qu'il y a un biais au niveau éthique qu'on ne peut pas franchir, c'est exposer délibérément un enfant à des contenus ou à un temps d'exposition extrême pour pouvoir faire aussi un protocole expérimental qui tienne la route. Donc cette question de l'expérience, des preuves scientifiques est compliquée. Donc il y a Michel Desmurger qui a fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais n'empêche que ça reste difficile. Et rebondir aussi sur le fait que, moi j'ai parlé, c'est vrai, de langage, mais on a les troubles de l'attention. La Société française de cardiologie a fait beaucoup de spots en ce sens-là au niveau de la sédentarité, parce qu'on voyait, c'est le clip qui s'appelle Les Chutes. Et on voit un enfant qui fait du vélo, qui tombe, qui fait du skate, et puis après, un enfant qui est avec sa console devant la télé, et il fait, c'est pas celui-là qui est le plus en danger, en fait.
hein. C'est voilà, celui qui reste à rien faire parce qu'on a une baisse des capacités cardiovasculaires. On a aussi beaucoup d'ophtalmos là, qui montent au créneau en disant la myopie. On a énormément de myopie. Absolument. Parce que voilà, les enfants, les adultes, n'exercent plus leur vision de loin, puisque au niveau du regard et tout ça, on n'a pas beaucoup de recul. Maintenant, on a aussi beaucoup de lunettes avec des verres spécial écran. Enfin voilà, on sent quand même que ça fait partie de l'évolution et qu'on est obligé de s'en accommoder, quoi. Mais c'est très compliqué et c'est très très compliqué de se faire entendre. Mais il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas lâcher. Et c'est pour ça que ça passe par des interventions comme ça passe par des interventions aussi au quotidien, ça passe par le travail associatif, ça passe par le bouche à oreille, ça passe... voilà, on ne peut pas... comment dire, un enfant doit rester un enfant, quoi. Et il arrive à un moment où, quel que soit notre métier, on est citoyen ou on ne l'est pas. Voilà. Moi, j'estime que si aussi je suis là ce soir, c'est... Voilà, on voit les choses, comment elles se transforment, on voit les choses évoluer, et attention, quoi. Voilà, s'il y a bien un âge où il faut faire attention, c'est vraiment le tout petit, c'est des citoyens en devenir, c'est des citoyens de demain, quoi. Donc voilà, nous on résiste comme on peut, maladroitement certainement, mais n'empêche qu'on essaye d'aider les parents à garder leur cap et à garder leur confiance pour pouvoir, comme vous disiez, quoi, le regarder, l'embrasser, l'imiter, s'émerveiller de ce qu'il fait. L'émerveillement. Maintenant, voilà, un enfant ne peut pas faire les choses tout seul. Il y a beaucoup de professionnels. Oui, mais la régulation des écrans, c'est l'enfant qui s'autorégule. C'est impossible. Non. C'est impossible. On voit bien ce pouvoir que ça a. Donc c'est les écrans, c'est les applications, mais c'est tous les jouets aussi d'éveil premier âge avec toutes les voix synthétiques, les flashs lumineux, c'est tout ça. C'est-à-dire que ça se déplace, hein, le champ du soin, le champ aussi des professions médicales, paramédicales, se décale pour avoir des arguments. Enfin, c'est des arguments. Ils s'occupent de ça, ils se servent de ça aussi comme cible, avec un vocabulaire spécifique qui rassure les parents, et puis après, du coup, ils y vont. C'est ça, c'est quand même questionnant. Ah oui, oui, oui. Et moi, je pensais juste, pour terminer, moi, par exemple, j'adore la nature, et par exemple, il m'arrive de mettre sur ma tablette juste le chant des oiseaux. J'habite en ville, moi, je n'ai pas le chant des oiseaux à disposition. Je le mets, et si on fait ça à un enfant, je veux dire, avec la même tablette, par exemple. Oui. Voilà. Mais je crois que ça, c'est, encore une fois, ça paraît trop éloigné de ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà. Et c'est les détourner de tous ces sens et de l'expérience, quoi. Hein, exactement. Avec les odeurs, avec la voix, avec les intensités. Enfin, partager des choses ensemble, quoi. Enfin, les visios, enfin voilà, c'est pareil, quoi. On est quand même un peu frustré au bout d'un moment parce que c'est pas pareil de se voir, de se regarder, de sentir, d'essayer d'interpréter les choses. C'est ça d'être humain. C'est le vivant. C'est le vivant, oui. C'est ce qu'on appelle le vivant, tout simplement. Voilà. Et moi, personnellement, je n'ai eu aucun problème pour repartir dans mes activités après le Covid. Moi, j'attendais que ça, par exemple. Voilà, moi, ça ne m'a pas du tout coupé dans mon élan. Je continue à aller au cinéma, parce que pour moi, aller au cinéma, c'est pas du tout la même chose que regarder un film à la télé, même avec un home cinéma. Bien ça sûr. n'a rien à voir. On est justement dans une salle. On revient. On partage. On partage nos émotions. Quand c'est une comédie, quand vous regardez ce qui se passe dans une salle, vous écoutez, c'est autre chose que de regarder son petit film en face de son petit écran, quoi. Et ce partage, et il y a aussi l'humain est constitué de vibrations, de toute l'énergie qu'on a. Et on partage tous cette énergie. Vous prenez un cours de quelque chose, quand vous le prenez tout seul, c'est pas du tout la même chose quand vous prenez un cours à 10, par exemple. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, mais n'empêche que des fois, on peut s'en éloigner. Et avec le masque, là, je pense que ça n'a pas... Avec le masque chez les enfants, ça... Alors ça, c'est encore un autre...
c'est un autre sujet. Mais pour parler des émotions, justement, la compréhension des émotions, c'est difficile. Ouais, c'est pareil, quoi. On sait pas. Heureusement, à cet âge-là, ils ont quand même des capacités d'adaptation qui sont assez extraordinaires. Donc, on peut partir du principe et espérer que ça va bien se passer, quoi. Mais bon, après. Voilà, n'empêche que c'est des choses qu'on a dû vivre. Enfin, chacun a aussi vécu les choses différemment, et puis on continue, mais ayons confiance en l'enfant et puis en ses parents. Je pense que c'est ça, quoi. On est tous compétents, tout le monde est compétent, et puis voilà, faisons-nous confiance. Pour justement, enfin, est-ce que les enfants que vous voyez, grosso modo, vous trouvez qu'ils arrivent à récupérer, ou est-ce qu'il y a vraiment après des lacunes qui sont, enfin, il y a des séquelles qui restent? Très sincèrement, on récupère pas tout. D'accord. Non, on améliore, mais il y a quand même de toute façon un décalage, quoi. Ce qui s'est pas fait, même il y a comment dire la plasticité cérébrale, hein. Bien sûr qu'il y a des choses, il y a d'autres connexions qui vont se faire. Le cerveau a cette capacité de pouvoir se souvenir des bonnes choses, mais aussi comme des mauvaises. Du coup, nous, voilà, on essaye de faire que l'enfant, par d'autres expériences, essaye aussi que ces neurones s'interconnectent. Mais n'empêche qu'on ne peut pas... Un enfant à qui on n'a pas parlé, c'est très compliqué, quoi. Et il y a toute cette question de l'interprétation, toute cette question du contexte que les parents sont les seuls à pouvoir faire, parce que c'est les seuls à connaître leur enfant, à savoir ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé il y a 15 jours, ce qui s'est passé l'année dernière. Tout ce travail-là, nous, on peut pas, on n'y a pas accès. Donc on va être sur quelque chose de très formel, la construction de la phrase, le vocabulaire, mais c'est réduire le langage, en fait. Non, rapidement, je voulais juste savoir si vous preniez en charge les parents également dans les consultations. Bien évidemment. Non, maintenant, ce que je fais, avec l'autre orthophoniste aussi, on ne prend pratiquement, en structure, parce qu'en libéral, c'est pas possible, mais on prend essentiellement les parents aussi. Quand, par exemple, les enfants, s'ils sont suivis en groupe, voilà, nous, on prend ce temps avec les parents, et rien que les parents. Et on avait fait une expérience quand j'étais en libéral avec toujours mes collègues orthophonistes avec qui on a monté l'association, on a écrit des livres, enfin beaucoup de choses sur la parentalité. Et on avait fait devant la demande aussi de plus en plus importante des bilans orthophoniques, hein, notamment pour les enfants sans langage verbal ou... on s'est dit, mais il y avait un festival audiovisuel d'orthophonie, on s'est dit, on va essayer quelque chose sans faire payer, parce qu'il y a le cadre de la nomenclature, le cadre conventionnel avec la sécurité sociale, donc, qui exige la présence de l'enfant. Donc nous, on a dit, voilà, on ne veut pas voir les enfants, on va recevoir en fait que les parents. Donc on avait fait toutes les 3 semaines, on avait fait 4 entretiens, et au dire... de ce que les parents, avec leurs mots, nous décrivaient l'évolution de leur enfant, alors que nous ne l'avions pas vu, en fonction des échanges qu'on pouvait avoir en termes d'interaction, d'échanges et des habitudes de jeu et de limitation des écrans, en fait. Et on a vu vraiment les enfants, au dire des parents, avoir une évolution assez impressionnante, quoi. Mais voilà, ces expériences-là sont difficiles à mettre en tout cas en œuvre en libéral, parce qu'on est un petit peu coincé par le cadre législatif, quoi. Mais en tout cas, oui, en structure, voilà, moi, je travaille beaucoup avec les parents. Je peux pas travailler toute seule, quoi. C'est pas possible, quoi. Et puis en les voyant 1 à 2 fois par semaine, 45 minutes, voilà, ça, au bout d'un moment, ça coince aussi un peu, quoi.
Donc voilà, et surtout, c'est avant tout les parents qui connaissent leur enfant, quoi. Moi, je peux m'appuyer que sur ce qu'ils me disent de leur enfant. Après, oui, forcément, moi, je suis la professionnelle, quoi. Mais le but, c'est de faire vraiment une alliance et un partenariat avec les parents. C'est pas moi qui sais mieux qu'eux, quoi. Mais non, moi, je connais pas leur enfant. Et vraiment, ce travail-là, voilà, il est en train de rentrer un peu plus dans les textes, et on sent une évolution, en tout cas des pratiques en ce sens-là. Mais maintenant, moi, je trouve que ça serait... c'est un axe thérapeutique tellement riche, quoi. Et du coup, très singulier et spécifique. Donc, voilà.